Et donc, vous avez vu également que tous les micros étaient sur mute durant le webinaire, forcément, à part nos intervenants. Bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans ce premier webinaire Your Way of Work. Pourquoi premier webinaire? Notez déjà que d'autres webinaires sont prévus dans les prochaines semaines et prochains mois. Le but étant de vous tenir informés des évolutions durant les différentes phases du déconfinement, voire d'ici à une forme de stabilisation, puisqu'on est probablement à un horizon de 12 à 18 mois. C'est en tout cas ce que les scientifiques partagent avec nous, associé au fait de disposer d'un vaccin qui est certainement très attendu pour nous aider à sortir de cette crise. Le thème principal d'aujourd'hui est donc l'immobilier de bureau et les relations entre propriétaires, bailleurs et locataires-preneurs. Alors les questions qui se posent sont comment avancer au mieux en 2020, sachant que ce qui est entrepris dans les prochaines semaines, prochains mois aura déjà une influence certaine sur 2021. D'autres questions reviennent souvent aux deux mêmes. Quels sont les quick fix? Qu'est-ce qui est envisageable à court terme? Que puis-je faire pour amorcer le trajet sur la plus longue durée, moyen, long terme? Quelles sont les évolutions à mener? Comment est-ce que je peux m'y prendre? Quels sont les leviers et les mécanismes activables? Alors, au niveau pratique important, n'hésitez pas à partager vos questions et commentaires durant ce webinaire, et c'est plutôt à la fin des interventions que nous reprendrons les questions qui seront rentrées via la rubrique, le petit bubble avec le point d'interrogation. N'hésitez pas, envoyez vos questions pendant le webinaire et nous nous organisons pour y répondre un maximum à la fin, également en fonction du timing. Notez aussi que le contenu du webinaire, si vous prenez des notes ou des captures d'écran, etc., sera disponible sur simple demande et on vous communique nos coordonnées en fin de session. Alors, notre panel d'experts aujourd'hui est composé de 3 intervenants, que je remercie d'ailleurs au passage pour leur contribution active. Et sachez que nous avons choisi de rester en ligne pour éviter un balai de webcam qui est sur mode on, off, etc. Donc le panel restera en ligne pendant tout le webinaire. Alors, nous avons avec nous Mathieu pour DLA Piper, bureau d'avocat. Mathieu et DLA Piper sont invités du webinaire en tant qu'experts juridiques légal. Nous avons aussi Nicolas et Claire, nos 2 experts en immobilier de bureau et espace de travail. Pourquoi avons-nous rassemblé ces 3 thématiques? De soi, ces 3 thématiques convergent à un moment donné dans les besoins des organisations, d'où le fait d'avoir associé les différents points de vue et de pouvoir les partager avec vous en live. Chacun d'entre eux se présentera en début d'intervention. Moi-même, je suis Sangara Crespis, j'ai rejoint Remis Belgique il y a 3 ans. Et nous avons également avec nous Sacha qui s'occupe de la partie technique de notre webinaire et nous aide à assurer la fluidité. Alors, important également, un élément, vous voyez apparaître la mention Your Way of Work. On peut se demander, mais Your Way of Work, c'est qui, c'est quoi? Your Way of Work est en fait une initiative d'Aremis. Nous sommes un écosystème unique. Sous une ombrelle, nous avons rassemblé les différents experts et rassemblé les différentes forces présentes, des experts en immobilier de bureau et aussi en environnement de travail. Qu'est-ce qui nous caractérise? C'est que nous partageons les mêmes valeurs et je peux dire que nous partageons les mêmes passions. Quelle que soit la thématique, allant de sujets tels que la mobilité, le change management, les aspects transactionnels, l'optimisation des coûts. On peut aussi parler de transformation culturelle ou managériale ou transformation ou évolution des espaces de travail, de l'expérience employée, voire aujourd'hui plus vaste de l'expérience du travail, le fameux journey to work que l'on va tous mener ensemble dans cette période de déconfinement graduel. Eh bien, il faut savoir que nos experts sont tous objectifs et indépendants et que la solution Your Way of Work se positionne en alternative aux grands acteurs traditionnels du marché. Avant la pandémie, nous aidions déjà les sociétés et organisations de toute taille à libérer le potentiel de leur immobilier de bureau et de leur environnement de travail, tant par de l'accompagnement que de la concrétisation de projets suivant des méthodes de travail spécifiques. Nous sommes présents en Belgique, en France, en Suisse et au Luxembourg. Ceci dit, passons à l'agenda. La matière est assez dense et donc le but est de partager les 3 points de vue avec vous. Mathieu démarrera par l'aspect, le volet juridique.
Nicolas nous fera un zoom sur l'immobilier de bureau et Claire nous donnera son éclairage sur les évolutions des espaces de travail. Mathieu, je propose de te passer le micro et te laisser le soin de te présenter avant de démarrer. Je te remercie, Sangara. Tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis donc Mathieu Henny, je suis avocat chez Della Piper UK LLP et je suis localisé à Bruxelles dans des bureaux qui sont pratiquement vides à l'heure actuelle, ce qui pose évidemment beaucoup de questions, même chez nous en interne, en termes de réduction de loyer, etc. Mais je présume que c'est un peu le même cas chez vous. Et je suis spécialisé en droit immobilier. C'est la raison pour laquelle j'ai été gentiment invité, et je le remercie, par l'association Aremis pour parler des problèmes juridiques que l'on rencontre actuellement dans le domaine des baux de bureaux et d'occupation de bureaux. Ce qui nous amène alors à mon premier slide par rapport à la matière. Avant d'aborder la question même des baux de bureau, il me semblait opportun de faire un bref rappel de deux concepts juridiques que vous voyez sur ce premier slide qui font très clairement l'actualité dans le domaine légal, dans le domaine juridique, à savoir la force majeure et l'imprévision. Alors, ces deux concepts, sans entrer dans les détails pour vous donner un point commun, ils vont présenter un point commun qui est relativement très important, puisque force majeure et imprévision vont concerner des événements qui sont imprévisibles, qui sont totalement étrangers aux parties et qui vont survenir après la conclusion d'un contrat. À l'heure actuelle, la crise du Covid-19 et toutes les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement belge et les différents gouvernements régionaux peuvent, je pense, et il y a beaucoup de débats juridiques sur ce point, mais peuvent, je pense, rentrer dans une certaine mesure dans la catégorie d'événements imprévisibles et étrangers aux parties. Mais on commence déjà à entendre au niveau de grands bureaux d'avocats ou de grands bureaux de consultance que peut-être que ces événements qui sont amenés à se reproduire dans le futur ne seront peut-être plus tellement imprévisibles que cela. Par rapport à la force majeure, un point qui est important à rappeler, c'est que la force majeure en soi ne va jamais obliger un contractant à renégocier les termes et conditions de son contrat. Et donc, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une force majeure pour aller chez votre bailleur si vous êtes locataire pour exiger une renégociation des termes et conditions du contrat malgré les conditions économiques financières que nous pouvons connaître aujourd'hui. C'est plus le rôle de l'imprévision de forcer une renégociation des termes et conditions d'un contrat, ici d'un contrat de bail. Mais le problème, c'est qu'en droit belge, la théorie de l'imprévision est totalement condamnée par les cours et tribunaux et même par la Cour de cassation qui l'a condamnée à de multiples reprises. Par contre, dans un futur proche, on espère avoir une consécration légale de ce concept, puisque, si vous ne le savez peut-être pas, il y a un projet de loi de réforme du droit des obligations qui est pendant auprès de la Chambre des représentants et qui pourrait passer très prochainement, on l'espère. Et ce projet de loi prévoit une disposition spécifique consacrée à toutes les situations d'imprévision qui pourraient forcer les parties, voire le juge, à modifier des termes et conditions de contrat en raison de situations imprévisibles qui viendraient survenir après la conclusion, la formation d'un contrat. Ce qui m'amène alors à mon deuxième slide. Par rapport au contrat de bail, venons-en à certains principes spécifiques aux baux de bureau. Premier point, évidemment, le contrat de bail de bureau que vous avez conclu avec un bailleur peut lui-même avoir réglé les différentes situations de force majeure ou d'imprévision. Très honnêtement, dans ma pratique quotidienne en matière de bail, dans tous les baux, ce que l'on rencontre, c'est que le bailleur est délié de toute responsabilité en cas de force majeure, qu'il n'y a pas d'indemnité ni de réduction de loyer pour le locataire en cas de force majeure. Évidemment, dans le cadre de futures négociations de contrat de bail, je pense que les locataires vont peut-être avoir leur attention attirée sur ce genre de clauses et vont peut-être exiger de renégocier par rapport à de nouveaux baux ou par rapport à des extensions de baux existants, de revoir toutes ces clauses de force majeure qui empêchent le locataire d'exiger une réduction de loyer ou des indemnités en cas de force majeure. Par contre, ce que je n'ai jamais vu, ce sont des clauses qui vont régler les situations d'imprévision. Ce sont des clauses qu'on appelle en anglais des clauses de hardship. On les rencontre dans les contrats commerciaux internationaux, dans les contrats de transport internationaux, mais jamais, très honnêtement, je n'en ai vu dans des contrats de bail.
Et ici encore, compte tenu de la situation que nous connaissons actuellement, il serait peut-être opportun pour les locataires de réfléchir avec leurs conseils, avec leurs juristes en interne, sur l'insertion de clauses d'imprévision qui pourraient venir régler les situations que nous connaissons aujourd'hui en termes de Covid, en termes de lockdown, en termes de télétravail obligatoire ou recommandé à l'heure actuelle. Autre principe également à rappeler, c'est que par rapport à l'obligation de paiement du loyer ou des charges, c'est une obligation qui ne peut être affectée par la force majeure. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais vous plaindre d'une force majeure pour refuser un paiement de loyer ou de charges. Cela ne ressort pas du Code civil lui-même, ce n'est pas consacré par le Code civil que nous connaissons aujourd'hui, mais ça ressort d'une jurisprudence constante des cours et tribunaux, même de la Cour de cassation, selon laquelle des obligations de somme, comme le paiement du loyer et des charges, ne peuvent périr et certainement pas par force majeure. Il existe par contre un article dans le Code civil relatif aux baux de droit commun qui va aborder la perte des lieux loués par force majeure, c'est l'article 1722 du Code civil. Et dans une hypothèse bien spécifique, cette disposition légale va autoriser une réduction de loyer à solliciter par le locataire. Mais c'est un article qui est supplétif de volonté, donc on peut y déroger. Mais pour peu que les parties n'aient pas décidé de déroger à ce régime, il y a une hypothèse de réduction de loyer. C'est laquelle? C'est en cas de perte partielle et définitive des lieux loués. Et tous les termes que je viens de citer sont très importants parce que vous aurez immédiatement fait le lien avec la situation que nous connaissons aujourd'hui et cela m'amène au slide suivant. Vous aurez fait le lien avec la situation que nous connaissons aujourd'hui puisque en soi, premièrement, on constate sur base des dispositions légales que les immeubles de bureaux ne sont pas fermés d'autorité. Il n'y a pas de fermeture obligatoire des bureaux ordonnés donc par les autorités belges et véritablement, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une perte des lieux loués puisque vous pouvez toujours y avoir accès moyennant évidemment un respect dans les lieux loués de distanciation sociale, etc. C'est une grande différence que nous avons ici avec les commerces puisque dans notre pratique juridique, à ce jour, nous n'avons pas reçu un seul appel ou une seule demande de consultation d'un locataire de bureau par rapport à une demande de suspension ou de réduction du loyer. Par contre, tous les commerçants, tous les locataires commerciaux que nous avons dans notre pratique ont décidé spontanément, lorsqu'ils ont été confrontés à une fermeture obligatoire des lieux loués, ont décidé spontanément de suspendre leur paiement des loyers, mais au niveau des baux de bureau, nous n'avons pas eu de consultation, de questions véritablement très précises dans le chef des locataires de bureau pour réduire leur loyer ou suspendre le paiement de loyer. Autre point également, vous constaterez que nous sommes actuellement dans une situation totalement temporaire qui n'est donc pas définitive et le lockdown a commencé le 18 mars et nous sommes actuellement en période de déconfinement depuis le 4 mai pour certaines professions, etc. et pour le 11 mai pour les commerces. Donc très clairement, il n'y a pas de situation de perte définitive qui justifierait une application de l'article dont nous parlons aujourd'hui. Ce qui m'amène alors au slide suivant. Vous me direz, tout cela c'est fort bien gentil, le télétravail est obligatoire, on décide dans les faits de ne plus se rendre sur les lieux de travail, ça nous fait une belle jambe pour le locataire et il y a alors également dans la sphère juridique une théorie qui se développe et qui reprend un certain attrait pour les juristes, c'est la fameuse théorie des risques qui a été développée en 1956 par la Cour de cassation. Alors, qu'est-ce à dire dans le cadre d'un contrat de bail qu'implique cette théorie des risques? C'est une théorie qui vous dit, par rapport au bailleur, que si le bailleur est dans l'impossibilité de fournir la jouissance des lieux loués à son locataire, il en résulte de manière temporaire une suspension de l'obligation pour le locataire de payer son loyer. Alors évidemment, par rapport au contrat de bail de bureau, y a-t-il une impossibilité pour le bailleur de fournir la jouissance des lieux loués? D'un point de vue purement juridique, purement légal, la loi étant ce qu'elle est, je ne pense pas qu'on soit dans une telle situation. La situation, à mon avis, est totalement différente par rapport aux baux commerciaux dont les lieux loués font l'objet d'une fermeture obligatoire, où on a un certain entrain pour cette théorie qui reprend un certain intérêt, une certaine vigueur et qui pousse alors les locataires à s'en prévaloir pour justifier d'une suspension temporaire du paiement du loyer. Mais pour les baux de bureau, je pense qu'il faut rester relativement strict par rapport
encore à l'interprétation des termes juridiques l'impossibilité de fournir la jouissance des lieux loués. Et pour moi, pour les baux de bureau, ça ne peut pas trouver à s'appliquer. Ce qui nous amène alors à mon slide suivant. C'est ce que je viens de vous dire. On peut alors directement passer au suivant. Par rapport à toute la situation de confinement, de lockdown que nous connaissons, il y a une base légale. Il y a une base légale qui a été adoptée par le gouvernement belge. C'est un arrêté ministériel du 23 mars 2020. Et donc, c'est cet arrêté ministériel du 23 mars 2020 qui va régler la situation de télétravail obligatoire pour les bureaux, la distanciation sociale, l'interdiction des rassemblements, etc., etc. Lorsqu'on fait un focus sur les baux de bureau, sur les bureaux en général, il y a une distinction qui est faite entre non pas des bureaux, mais entre des entreprises. Vous avez des business qui sont considérés comme essentiels et qui sont listés à l'arrêté ministériel. Ce sont les avocats notamment, ce sont les journalistes, ce sont les banques, ce sont les assurances. Et vous avez d'autre part les services qui sont considérés, les entreprises qui sont considérées comme non essentielles, où là, vous avez un télétravail obligatoire. Pour les entreprises essentielles, il n'y a pas en soi véritablement de télétravail obligatoire, mais c'est recommandé, pourrait-on dire. Et dans les deux cas, il y a une obligation de distanciation sociale à respecter. Lorsqu'on constate ou lorsqu'on lit plus précisément les tenants et aboutissants de cet arrêté ministériel, c'est assez frustrant, je pense, pour les locataires, mais c'est la lecture de l'arrêté ministériel et je l'ai déjà précisé, on ne lit pas que vous avez une fermeture obligatoire des lieux loués de bureaux, ce qui est totalement différent par rapport au commerce, mais pour les bureaux, il n'y a pas de fermeture obligatoire. Vous pouvez toujours y accéder. C'est peut-être très hypocrite, mais c'est ainsi. Il est clair par contre que dans les faits, lorsqu'on constate le marché, on constate que tous les lieux loués en termes de bureaux ont fait l'objet d'une décision de la part des employeurs de les vider pour se conformer à l'obligation de télétravail obligatoire. On peut éventuellement passer au slide suivant. Ce qu'on constate également, et je vais reprendre un exemple, c'est qu'au début de la crise, j'ai été contacté par un juriste d'une grande entreprise dont le supérieur hiérarchique était très inquiet par rapport au fait du télétravail et voulait permettre, en tout cas, voulait délivrer à ses employés des attestations permettant à ses employés de se rendre toujours sur leur lieu de travail dans les bureaux pour justifier justement des déplacements domicile de travail et permettre, et entre guillemets dans une certaine mesure, obliger les travailleurs à se rendre sur place dans les lieux de travail. Je pense que c'est un cas isolé, mais je me permettais de le citer pour l'exemple. Pour revenir précisément au sujet des déplacements domicile de travail, on constate en soi que c'est admissible pour l'arrêté ministériel. Et par conséquent, vous avez une position très forte dans le chef des bailleurs qui sont confrontés à des locataires qui décident de ne plus se rendre dans les lieux loués. Vous avez une position très forte de bailleurs pour prétendre, voire affirmer que pour eux, le loyer et les charges dans le cadre des baux de bureau doivent continuer à être payés. Les bailleurs insistent d'ailleurs sur le fait que, comme déjà indiqué, je le reprends sur le slide, que le paiement du loyer et des charges ne peut être jamais affecté par un cas de force majeure. Ce qui m'amène alors à mon slide suivant. Pour les entreprises essentielles, je pense que très clairement, il n'y a aucun argument ou véritablement pas d'argument fondé pour justifier une suspension ou une réduction du paiement du loyer dans le cadre des baux de bureau. Pour les entreprises non essentielles, c'est une situation qui reste encore très favorable pour les bailleurs par rapport à la situation légale que nous connaissons. Mais, possible leverage, c'est-à-dire un levier pour des discussions commerciales. Et on va passer alors à mon slide suivant pour aborder un autre point juridique. On peut admettre, ou on pourrait en soi considérer que certains locataires pourraient avoir une tendance à se rendre chez leur bailleur pour essayer de se plaindre de la situation et notamment pour essayer d'invoquer une espèce d'impossibilité d'utiliser les lieux loués suite au télétravail obligatoire, suite aux distanciations sociales. Cet argument, on l'entend de plus en plus, je pense, dans les médias, etc., ou en tout cas dans la bouche de certains locataires de baux de bureau. Mais c'est un argument qui a trois limites en termes d'impossibilité d'utilisation des lieux loués. Premièrement, il va falloir le prouver et
Je pense que ce n'est pas aisé compte tenu de tout ce que je viens de vous dire. D'autre part, cet argument d'impossibilité d'utiliser les lieux loués ne pourra être utilisé que pour la période limitée du lockdown. Et certains avocats, certains juristes disent que dans les baux de bureau, il n'y a jamais d'impossibilité d'user, il faut toujours payer le loyer. Et puis, cet possible argument d'impossibilité d'user des lieux loués ne va jamais autoriser une renégociation. Par contre, comme je l'ai dit, c'est un possible levier de négociation pour se rendre chez le bailleur, parce que les bailleurs sont également bien conscients qu'il vaut mieux avoir un locataire qui paye en tout ou en partie, et ici plus en partie son loyer, que plutôt d'avoir un locataire qui décide de ne plus rien payer du tout parce qu'il y a un dialogue qui est totalement rompu avec le bailleur, malgré des positions juridiques très fortes pour le bailleur. Et c'est toujours mieux également que d'avoir un locataire qui serait en faillite. Et donc, par rapport à cette situation que nous connaissons, je pense que vous pouvez, par exemple, être en cours de négociation par rapport à vos lieux loués sur une éventuelle prolongation du contrat de bail. J'ai moi-même eu l'exemple d'une ONG qui m'a contacté parce qu'elle souhaitait demeurer dans des lieux loués qu'elle occupe actuellement. Elle est en discussion avec le bailleur pour un renouvellement du contrat de bail et donc repartir sur un bail de 9 ans. Le conseil que j'ai donné à ce locataire, c'est que compte tenu des situations que nous connaissons aujourd'hui, il est peut-être plus approprié d'aller vers une extension d'1 an ou de 2 ans du bail qui lie le bailleur et le locataire, plutôt que de partir sur un bail de 9 ans avec 369, mais avec possiblement des discussions futures par rapport à une réduction d'employés, etc. Vous avez également certains bailleurs, et je l'ai rencontré dans un dossier dans le cadre d'un audit juridique. Vous avez certains bailleurs qui sont confrontés à des locataires qui leur renvoient des lettres en disant nous avons une impossibilité d'user, on veut une suspension, on veut une réduction. Ces bailleurs adoptent des positions juridiques très fortes sur base des arguments que je vous ai indiqués. Par contre, il est clair qu'ils adoptent parfois une certaine empathie et une certaine conciliation avec leurs bailleurs, avec leurs locataires, pardon, et vont même jusqu'à proposer certaines réductions de loyer temporaires à discuter avec leurs locataires. Mais en contrepartie, on constate qu'ils exigent, par exemple, si vous avez des breaks ou des facultés de résiliation anticipée, que les locataires acceptent une renonciation à ces breaks, à ces droits de résiliation du contrat, moyennant une rent-free période qui serait octroyée par le bailleur à discuter entre parties. On peut également conseiller, si vous arrivez en termes de résiliation anticipée possible, de d'abord envoyer un congé à votre bailleur et en lui faisant passer le message de si vous voulez, on peut toujours renégocier de nouveaux termes et conditions. Et il est clair également que dans le futur, par rapport à toutes les négociations de nouveaux contrats ou toutes les négociations d'extension, on va arriver à des focus, des situations de clauses à discuter de manière très intensive entre bailleurs et locataires, notamment les clauses de force majeure, notamment les clauses de hardship, prévoir une flexibilité plus grande pour les locataires en termes de réduction des espaces loués, voire possiblement introduire des mécanismes de révision des loyers comme on le trouve dans la loi sur les baux commerciaux, voire faire un focus sur des facultés de résiliation anticipée beaucoup plus simples à l'issue de chaque année, à l'issue de 2 années, etc. Et un focus également sur les charges communes, réduire dans la mesure du possible les charges communes, exclure dans la mesure du possible certaines charges communes. Et enfin, pourquoi pas s'orienter si la figure du bail n'est pas amenée à évoluer compte tenu d'une position des bailleurs, pourquoi pas alors choisir ou s'orienter plus vers des contrats beaucoup plus flexibles qui seraient des contrats de service comme des contrats Regus ou Regus, je sais pas très bien comment on les appelle, mais véritablement avec des situations de coworking et de services qui sont fournis par des entreprises spécialisées comme WeWork sur le marché belge, qui est actif sur le marché belge, où vous aurez des facultés de résiliation anticipée, puisque ce sera des contrats de service qui seront, à mon avis, beaucoup plus simples à discuter et à négocier avec les bailleurs et à faire accepter par les bailleurs. Voilà, alors j'espère que j'ai respecté le temps de parole de 10 minutes. Je crois que nous avons maintenant une possibilité de questions-réponses et donc je passe la main peut-être à Sangara par rapport au suivi pratique du séminaire ou du webinaire pour l'appeler ainsi. Merci beaucoup, Mathieu.